7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Alors que le projet de loi concernant la fin de vie sera voté solennellement au lendemain des élections européennes le 11 juin, une première lecture en séance plénière à l'Assemblée nationale a eu lieu lundi, engageant une série de débats entre partisans et opposants, questions d'éthique, tabous social ou encore difficultés à suivre les personnes atteintes de problèmes personnels. Quels sont les nombreux points de blocage de ce projet de loi ? Jocelyn de Signy, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour en parler. Vous êtes député du Rassemblement national de l'Aisne. Vous êtes membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une série sans fin. Le mariage pour tous, l'avortement pour tous, aujourd'hui l'euthanasie pour tous. Ça fait partie des sujets tabous. Est-ce que le suicide assisté rejoint cette liste justement des sujets sociétaux tabous en France ? Et faut-il s'attendre à des débats musclés à l'Assemblée nationale ? Alors, tout d'abord, ce texte, c'est d'abord un texte assez grave et un texte très sérieux, puisque c'est un texte qui va profondément marquer cette législature. Mm. Il arrive dans un schéma, effectivement, que vous avez décrit, de plusieurs sujets sociétaux qui touchent l'intime et qui touchent le personnel. Est-ce qu'il va y avoir des débats musclés? Ce sont des débats qui, s'ils continuent tel que ça s'est passé en commission et lors des auditions, qui sera très respectueux, qui sera très propre, on va dire, des débats. Mm. Alors, on a un petit problème de connexion avec le député Jocelyn de Signy. On va reprendre cet entretien dès qu'il sera revenu parmi nous. Voilà, on est en train, je vous rappelle, d'évoquer le projet de loi fin de vie qui est arrivé à l'Assemblée nationale, qui est traité actuellement donc, par les députés. Il y aura un vote final le 11 juin. Ah voilà, c'est bon. On vous a retrouvé, monsieur le député. Pardon, Oui. donc vous avez été coupé, vous nous répondiez donc sur la façon dont était débattu le sujet. Vous disiez que c'était débattu de façon assez propre, on va dire. Voilà, tout à fait assez propre, assez respectueuse. Pour l'instant, c'est ce qui s'est passé, tout du moins, lors de la commission. Maintenant, il va falloir quand même un moment que le gouvernement donne les réponses et que le gouvernement dise la vérité. Et Qu'est-ce que c'est vous ce que- attendez comme réponse, justement, comme vérité ? C'est quoi la vérité ? Tout d'abord, la première vérité, c'est un débat qui tourne beaucoup autour de la sémantique, où le gouvernement ne veut pas donner ne veut pas dire ce qu'est ce texte. On nous parle de fin de vie, d'accompagnement, alors qu'en réalité, il s'agit tout simplement d'euthanasie et de suicide assisté. Donc, ayons le courage de dire les choses et de nommer les choses. Au moins, le débat est plus éclairé et les gens savent pourquoi nous sommes en train de débattre. Ça a un poids, ça, le fait de changer de mots, de ne pas nommer les choses correctement. Ça compte dans le débat ? Ça compte dans tous les débats politiques, puisque la politique, c'est aussi être honnête vis-à-vis des gens, vis-à-vis des électeurs. Et quand on est au gouvernement et qu'on présente un texte, il faut avoir l'honnêteté et la sincérité de dire de quoi il s'agit. Hmm. Mentir sur la sémantique, c'est avant tout mentir aux électeurs. C'est mentir à l'opinion publique pour ne pas nommer les choses. Et ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle que nous ne voulons pas, dont nous ne voulons pas et que nous combattrons. Quelle est la position du Rassemblement national sur la question de ce C'est un projet ? texte comme tous les textes sociétaux sur lesquels Marine Le Pen a décidé qu'il y aurait une liberté de vote. Donc votera en son âme et conscience. D'accord, et elle n'a donné aucune consigne, elle n'a émis aucun avis, quoi. Après, elle a son avis, bien sûr, on a tous notre avis, mais chacun est libre de son vote. D'accord. Alors, il y a aussi la question de l'agenda politique qui compte énormément dans ce débat, puisque ce projet de loi arrive au moment des élections européennes, sera voté le 11 juin, je le disais tout à l'heure. C'est un calendrier stratégique pour Emmanuel Macron ? Je pense oui, effectivement, c'est un agenda stratégique. Il a voulu placer cette élection juste avant, du moins le gouvernement a voulu placer ce texte juste pendant les élections, afin certainement de diviser son opposition. Mais je pense que ce qui est en train de se passer réellement, c'est qu'il est en train de diviser sa propre majorité. Parce qu'au sein de la majorité, on le voit régulièrement, des voix s'élèvent. Ce texte qui est sorti de commission est beaucoup plus permissif que ce qu'il était avant d'y rentrer, Hmm. et les digues tombent les unes après les autres. On a même été jusqu'à nous proposer un amendement écologiste pendant l'examen en commission Ah ouais. pour l'euthanasie des mineurs. Donc c'est vraiment un Oh là texte là. qui est très lourd, et un certain nombre de voix au sein de la majorité se sont déjà élevées en disant que si le texte de la commission
arrivait tel quel au moment du vote, ils ne le voteraient pas. Donc, une fois de plus, c'est un texte qui divise sur des sujets sociétaux sur lesquels, justement, il faudrait rassembler les Français pour Mm. apporter un peu de paix sociale sur le territoire. Et en réalité, c'est exactement l'inverse que fait Emmanuel Macron et son gouvernement, comme ils le font systématiquement. Oui, parce que j'aurais dû commencer par là. Qu'est-ce qui contient précisément ce texte? Ben, ce texte, déjà, il est en deux parties. La première partie, initialement, était prévue pour être un dispositif de développement des soins palliatifs. Et la deuxième, sur donc, la fin de vie, ce qu'ils appellent la fin de vie, donc l'euthanasie et le suicide assisté. Le premier texte, en réalité, on s'aperçoit dès l'article 2 que les maisons d'accompagnement qu'ils veulent créer seront les maisons dans lesquelles sera administrée la dose létale, donc l'euthanasie et le suicide assisté. Ce qui n'est plus du tout la même chose avec les centres de soins palliatifs qui existent aujourd'hui et leur développement. La Mm. deuxième partie, comme je vous l'ai dit, c'est les conditions de la fin de vie et du suicide assisté. Mm. Alors, est-ce que c'est vraiment la priorité? On parlait d'agenda politique. Est-ce que ça cache pas surtout d'autres problèmes? Vous avez parlé des soins palliatifs. On pourrait aussi parler du développement de l'aide à vieillir. C'est le combat notamment de la députée de Vendée, Véronique Besse, qui parcourt la France à la recherche d'innovation, de moyens, d'idées pour permettre aux personnes âgées de vieillir correctement, notamment dans les EHPAD. Est-ce que c'est pas ça la priorité normalement? Mais il y a 1000 priorités, 1000 textes qui pourraient être prioritaires sur celui-ci. Il n'était pas, il y a aucune urgence, il y avait aucune urgence à placer ce texte maintenant. On voit que le gouvernement l'a placé de manière entre guillemets stratégique pour les élections européennes, encore une fois pour diviser Mm. l'opposition, mais en réalité c'est lui qui se divise lui-même. Et effectivement, en termes de soins, il faut développer les centres de soins palliatifs. Il faudrait faire un grand plan autour de l'accompagnement et du développement des soins palliatifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La loi Claes-Leonetti, euh, de, euh, il était déjà introduit dans ce texte le développement des soins palliatifs. Or, aujourd'hui, 20 départements en France ne sont pas équipés de centres de soins palliatifs et un Français sur deux n'a pas accès aux soins palliatifs. Et ce qu'on est en train de nous vendre comme un dispositif d'augmentation, de mise en place de moyens d'augmentation pour les soins palliatifs, en réalité, on s'aperçoit que c'est simplement la mise en place du dispositif pour amener à l'euthanasie, où il y aura un continuum entre les soins et l'euthanasie. Donc, vous rentrez dans la maison pour vous faire soigner, et petit à petit, on vous dirigera gentiment vers l'euthanasie et le suicide assisté, sachant le gouvernement veut qu'on commence à parler de l'euthanasie dès l'annonce d'une maladie, enfin d'une maladie, dès que vous êtes condamné, en fait. On Mm. annonce que vous avez un cancer, stade final, et que vous allez mourir, on va commencer déjà à vous parler d'euthanasie, alors que on devrait commencer par parler de l'accompagnement des soins et des possibilités à guérir. Alors ça ouvre enfin une parenthèse, un autre sujet parallèle. Marc Lévesque, le neurochirurgien spécialiste de la douleur, en parle de la façon suivante. Sous le couvert de la fraternité, de la solidarité ou de la dignité, ce projet de loi va paradoxalement accroître les inégalités à ceux qui connaissent ou ceux qui en ont les moyens, une prise en charge optimale de la douleur, aux autres, l'aide à mourir. Vous partagez cette réflexion d'inégalité? Alors, il y aura forcément une inégalité déjà territoriale entre les zones rurales, je pense, et les zones et les métropoles, puisqu'on le voit déjà, le nombre de dispositifs d'accompagnement pour les soins palliatifs n'est pas optimum en France. Mm. Donc oui, il y aura une inégalité. Ce texte, comme je le disais tout à l'heure, est très permissif. On pourrait le comparer euh, au texte de loi qui est appliqué dans l'Oregon. Et les statistiques sont très lourdes, puisqu'il s'avère que ce sont souvent les populations les plus pauvres, au final, Mm. qui se dirigent vers l'euthanasie, et les plus riches qui, eux, peuvent accéder plus facilement aux soins et aux médicaments. Mm. Et il y a aussi autre chose qui est très grave, c'est que on a fait une semaine d'audition, on a auditionné un grand nombre de spécialistes et de professionnels qui nous disent également qu'il y a des personnes âgées dont les traitements coûtent très cher et qui, entre guillemets, par amour de leur famille, choisissent ou demandent l'euthanasie afin de ne plus être un poids financier pour leur famille. Alors, Oh. est-ce qu'on veut évoluer dans une société où les soins coûtent trop cher, on a de moins en moins accès, on voit les prix
prix des médicaments, les pharmaciens sont en grève encore aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on va vers une société où il sera plus facile d'être euthanasié pour limiter les coûts familiaux que représentent les soins, ou est-ce qu'on veut une prise en charge de nos anciens et qu'on puisse les accompagner jusqu'à la fin sans douleur et sans souffrance? Mais ça soulève même une question un peu plus philosophique finalement. Parce qu'est-ce qu'on n'a pas basculé dans une société qui voue un culte pour la mort presque alors sans aller trop loin non plus, il y a eu la constitutionnalisation de l'IVG, aujourd'hui il y a ce projet de loi fin de vie. Là encore, c'est peut-être qu'une question d'agenda, mais enfin quand même, le mandat, les mandats d'Emmanuel Macron nous permettent aussi d'aller peut-être sur ce terrain-là, quoi. Oui, on peut peut-être faire ce lien. Je ne l'ai pas fait Spontanément, ouais. personnellement, Mm. mais oui, peut-être. Disons que sous couvert d'humanisme, sous couvert de ne pas laisser les gens mourir dans la douleur, dans la souffrance, on propose des solutions pour Radical. en finir. Mm. Et donc, on essaye de nous faire passer ça pour un texte fraternel. Mais la fraternité, c'est d'abord de prendre soin les uns des Mm. autres et dans une communauté, dans une... Mm. Alors, ça pose, ce projet de loi pardon, soulève forcément la question de la place qu'occupe le respect du serment d'Hippocrate, qui est bien sûr de donner la vie, de guérir, et non de donner la mort. Est-ce que ce droit à l'objection des personnels de santé est menacé par ce projet de loi? Alors, il y a quand même, sur le fond non, mais sur la forme, on voit déjà le délit d'entrave qui a été voté du texte, lors de la commission. Ça, on voit que les digues sautent très vite et c'est normalement des choses qui se mettent en place 10 15 ans après le vote d'une loi. Et là, on est tout de suite dans le délit d'entrave immédiatement, avant même le vote du texte. On peut le craindre, je pense, à terme. Il y Mm. a une volonté de certains de contraindre les médecins à réaliser cet acte ou à les condamner ou à condamner ceux qui entraveraient entre guillemets, ce nouveau droit. Mm. Vos pronostics sur le vote final, Jocelyn Dussigny? Qu'est-ce qui va se passer sur... Je pense que c'est un texte qui va être nourri, qui va se nourrir tout au long de cet examen. Je pense que le poids des médias aura un impact important sur ce texte, que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Parce que quand on parle d'euthanasie, on nous dit souvent, oui, mais moi, si demain j'ai une maladie incurable, que je souffre, que je suis un légume, je veux en finir, c'est Mm. mon droit. Ok. C'est pas du tout de cela qu'on parle. Là, on parle d'euthanasie pour des personnes qui sont aujourd'hui qui n'ont pas accès aujourd'hui aux soins palliatifs. Euh, on voit la plupart des gens qui entrent dans des centres de soins palliatifs en- avec initialement la volonté d'en finir et la volonté de la demande d'euthanasie, reviennent sur leur position quelques jours après lorsqu'ils ont des soins, lorsqu'ils peuvent continuer à vivre sans souffrir, sans douleur. Mm. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faudrait, le développement de ça, réellement qu'il faudrait aller plutôt que on ne peut pas, si vous voulez, avoir un débat serein sur l'euthanasie et le suicide assisté, à mon sens, tant qu'on n'a pas déjà une offre sur le territoire Mm. complète qui permette à chaque Français d'accéder aux soins palliatifs. Mm. C'est pour ça qu'il aurait fallu deux textes, comme beaucoup l'ont réclamé. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une espèce de soulèvement, en tout cas des manifestations de la part des Français ou pas? Parce qu'actuellement, il n'y a quand même pas beaucoup de manifestations. Il y en a une devant les Invalides d'un collectif, mais bon, on peut pas dire que ce soit un sujet qui préoccupe plus que ça les Français, j'ai l'impression. Bah, c'est pas comme on disait tout à l'heure, c'est pas une priorité pour les Français. Quand vous n'arrivez pas à boucler la fin de mois, quand vous n'avez pas de travail, Ouais. quand vous savez pas de quoi demain est fait, quand on voit les violences, l'insécurité grandissante, c'est sûr qu'on est à milieu des préoccupations réelles des Français. C'est une Hmm. certitude.
Alors, autre sujet au sein de CNews auquel je voulais vous faire réagir, à l'Assemblée nationale, les manifestations dans l'hémicycle de la part de certains membres de la France insoumise en soutien aux Palestiniens. On a assisté à certaines performances de vos adversaires politiques, mais plus généralement, on a vu les mêmes scènes au Parlement italien. C'est quelque chose qui devient assez fréquent. Qu'est-ce que ça dit des institutions j'allais dire européenne, mais enfin voilà, en particulier à l'Assemblée nationale. Vous étiez là lorsque le député de la France insoumise a soulevé son drapeau palestinien? J'étais à l'Assemblée, j'étais pas en hémicycle, mais Hmm. j'étais à l'Assemblée quand ça s'est produit. Donc on a vécu, parce que nous on a accès dans nos bureaux directement également, Hmm. euh, aux images. Bon, c'est tout à fait scandaleux. Ça démontre une marginalisation de l'extrême gauche qui cherche à bordéliser les institutions pour leur faire perdre leur crédit et avec leur but ultime à eux qui est toujours de refaire 1789, quoi. Enfin, la bordélisation, c'est innommable. On parle là de soutien, non pas aux Palestiniens, mais de soutien de soutien à une organisation, à mon sens, à une organisation terroriste. Hmm. C'est de ça qu'il s'agit. Pour On peut vous, pas parler c'est de, Israël ne fait pas la guerre à la Palestine. Israël lutte contre une organisation terroriste. alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça soulève d'autres débats. Alors on n'aura peut-être pas le temps d'en débattre vraiment aujourd'hui, mais peut-être que la politique du président israélien est aussi à remettre en cause. Voilà, il y a eu un mandat Bien d'arrêt, sûr, mais tout etc. est, bien sûr, Mais on de peut tout fait, entendre. là, le prisme que prend la France insoumise, c'est déjà d'abord de ne pas nommer ce qu'est le Hamas. Est-ce que pour vous, ce n'est que du clientélisme en France, ou est-ce que c'est plus profond? Alors, tout d'abord, on peut effectivement critiquer le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Moi, personnellement, je ne suis pas un défenseur de sa politique, Hmm. mais ça, je le laisse au peuple israélien. C'est à eux d'élire leurs représentants, Oui. leur gouvernement. Ils l'ont fait. Après, voilà, il plaît en Europe ou il plaît pas. Ça, c'est pas le problème. Non, non, le problème de fond, c'est réellement que c'est un État qui se défend contre une organisation terroriste. Pour en revenir à votre question sur les objectifs, évidemment, ce sont des objectifs électoraux de manière à aller chercher un nouvel électorat. L'extrême gauche a perdu depuis longtemps l'électorat populaire puisqu'il ne se préoccupe plus des problématiques des Hmm. Français. Il s'occupe de leurs élections et comment gagner des points. Donc, ils ont vu qu'il y avait un électorat qu'ils essayent de récupérer dans une frange assez radicale Hmm. de banlieue. Et bon, après, on verra ce que ça donnera lors des élections. Je reste assez serein par rapport à ça, mais Oui. je trouve que ça, effectivement, c'est pas à la hauteur de l'institution, c'est pas à la hauteur de l'Assemblée nationale et Hmm. ça en renvoie une image encore plus négative que celle qu'ils avaient déjà renvoyée en début de mandat. Ouais. D'ailleurs, on a vu en début de mandat, la première année, ils ont essayé de vandaliser l'Assemblée. Ça n'a pas fonctionné. Ils se sont cassés la figure dans les sondages. Donc là, ils essayent autre chose. Bon, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Oui, bon, les résultats dans les sondages pour les européennes, en tout cas, ne sont pas terribles pour eux, donc ça ne fonctionne pas toujours. Merci beaucoup, monsieur le député. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national de l'Aisne. Jocelyn Dessigny, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.